Vous écoutez À suivre sur Arte Radio. Demain, à un moment, Ouais, non, mais ils veulent pas. Ils veulent pas répondre. Ils veulent pas parler, quoi. Ouais, ils veulent pas parler. Ok. Là, on est dans la boucherie cachère du boulevard Rabateau à Marseille. Oui, comme quoi les Juifs de Marseille, ils sont pas particulièrement plus sympas que ceux de Paris. Non, c'est juste que les Juifs de Marseille, comme les Juifs de Paris, ils veulent pas nous parler. On en a ras-le-bol de ce que pensent les autres, en fait. Ils pensent mal, mais ils le disent. Alors nous, on préfère rien dire, rester dans notre coin et faire ce qu'ils veulent. Au moins, ce ne sera pas transformé. Bon, le 7 octobre a eu lieu il y a 2 semaines. Le massacre. Comment ? Le massacre. Le massacre du 7 octobre a eu lieu il y a 2 semaines. Et un autre massacre commence à Gaza. Et franchement, moi, je suis pas très à l'aise d'aller rencontrer des gens au salon de la franchise halal aujourd'hui, quoi. Je me demande si ça a un sens de vouloir réunir les juifs et les musulmans autour d'une même table. Cette norme cache halal, je me demande vraiment si elle a encore un sens. C'est pas qu'une question de juifs et de musulmans, c'est beaucoup une question de territoire et de domination. C'est pas qu'une question de religion, tu penses ? Beaucoup de gens voudraient que ce ne soit qu'une question de religion, Ouais. ça l'est certainement pas. Et en tout cas en France, il y a des juifs et des musulmans qui vivent ensemble. Et là, les musulmans qui veulent ouvrir des petites entreprises, ils sont pas là pour parler politique. Ouais, ils sont plus là pour parler business. Et en fait, le business, c'est ce qui continue, même après les massacres, même sous les bombes. Cache Halal, une série documentaire de Mehdi Aoudig et Thomas Penzel, réalisée par Samuel Hirsch. Épisode 3, le nerf de la guerre. En fait, il faut qu'on revienne au début. Qu'est-ce qu'on cherche à obtenir là ? En fait, c'est quoi notre idée là ? Pourquoi on va dans ce salon ? On va au salon de la franchise halal, un salon pour des gens qui veulent ouvrir des restaurants. Ouais, Des restaurants de street food. Et qui se disent, je voudrais investir dans une affaire, Ouais. et j'ai 50 000 euros, 60 000 euros pour m'installer. Qu'est-ce que je vais faire ? Et ils viennent acheter des concepts clés en main. C'est ça une franchise. Notre plan à l'origine, c'était de leur dire, ah, mais pourquoi vous faites pas cachère aussi, ça va élargir la clientèle. L'ambiance n'est pas la même par rapport à ce qu'on s'était dit. À la hâte. Ordre a été donné par Israël d'évacuer tout le nord de Gaza. Regardez ce qui se passe ici. Ah regarde, il faut à manger là. Ah oui, là, il faut à manger. T'as faim, toi ? Tu veux manger des Doritos ? Bah, moi, je veux tout manger. Moi. Je suis pas dans un salon alimentaire, faut pas manger quand même. Nous, on est Arte Radio. Ouais, Et on fait un reportage radio sur la viande halal et la viande cachère. nous on n'est pas bouchés, hein. Ouais, je sais. Je sais que vous La êtes boucherie, c'est pas nous. Il y a la nourriture et la certification. Est-ce que la confiance dans la certification ou la confiance dans la nourriture qu'on mange ? Nos clients, ils viennent manger de la Black Angus. Pour certains, ils exigent du halal. Pour d'autres, non, parce qu'on n'est pas un restaurant communautaire. On fait du halal, mais on l'affiche nulle part. Vous voyez, c'est affiché nulle part. Et dans nos restaurants également. On ne veut pas donner le sentiment d'être un restaurant qui ne s'adresse qu'à la communauté musulmane. Et si parmi quelqu'un veut ouvrir un restaurant Wilson, est-ce que lui, il a la possibilité d'écrire halal sur la devanture ou ça ne fait pas partie de votre charte ? C'est pas un élément qu'on souhaite mettre en avant. Il faut qu'ils adhèrent évidemment à notre manuel opératoire, à savoir de fournir de la viande de qualité avec une traçabilité labellisée halal sans l'afficher. Et on a une attestation qu'on peut présenter aux clients qui souhaitent lever le doute. C'est qui l'attestation, d'où elle vient ? C'est nos fournisseurs qui nous mettent à disposition ce certificat qu'on présente à nos clients qui, à juste titre, pour certains, souhaitent lever le doute. En fait, c'est une cascade de confiance. C'est le fidus, le fidus en latin, vous savez, c'est la confiance. Il faut bien distinguer l'offre de la demande, c'est-à-dire comment on crée le rituel du point de vue du demandeur et comment on le crée du point de vue de l'offre. Donc effectivement, il faut faire la différence. Donc je suis Florence Bergeau-Blaclair, je suis anthropologue, docteur en anthropologie. Ça renvoie à la prise de conscience du consommateur, à ce qu'il mange. On est dans une période où les gens sont très réflexifs par rapport à ce qu'ils mangent. C'est la raison pour laquelle ils vont chercher du bio, du fermier, etc. Donc les musulmans sont des gens absolument comme les autres et se posent aussi des questions sur la finalité de leur consommation. Ah ouais, dis donc. Des hot dogs de veau cru, boudin blanc de poulet.
Là, c'est les prix qui deviennent délirants. Un faux filet de bœuf, 95, 99 le kilo. Ah, ça va. Et le fin du fin, le faux filet Wagyu France, 350 € le kilo. Il est pas mal, hein, il est bien persillé. Hein. Ah ouais, mais du coup, tu manges beaucoup de graisse quand même à ce prix-là. Ah bah, c'est ça qui est bon, non? Tu payes le gras? Et on va monter, les bureaux sont juste en haut. Super. D'accord. Nickel. Messieurs, dames, bonjour. Alors lui, je le connais pas. Lui, j'ai oublié son prénom. Elle, c'est ma maman. C'est elle qui m'a mis au monde. Bonjour monsieur. Bonjour. Voilà. Alors, je me présente, je m'appelle Slim Loumi. J'ai ouvert ma boutique à presque 20 ans avec mon frère jumeau qui s'appelle Karim. On a ouvert notre boucherie au Lila, dans le 93. Et l'idée, c'était de faire uniquement de la viande halal, parce que je suis musulman pratiquant et pour moi, vendre une viande halal, c'est obligatoire. Et on a voulu vraiment faire une boucherie de qualité et faire vraiment un travail traditionnel. Donc j'ai fait l'école de la boucherie en même temps que la boutique était lancée. Ce que j'apprenais à l'école, l'après-midi, je le faisais en condition en boutique. Au début, c'était une boucherie halal conventionnelle. La viande la plus haut de gamme en halal, c'était le poulet fermier Label Rouge. C'est l'entrée de gamme chez moi aujourd'hui. Une entrecôte ultra persillée, élevée dans des bonnes conditions. Ça va être des vaches qui vont avoir entre 8 et 12 ans, voire 14 ans. Il faut compter 20 €. Ça a été très compliqué au début. Déjà, 1, je suis personne. 2, je suis trop jeune. 3, je suis musulman. Donc, les gens qui vous vendent de la viande de qualité, ils n'ont pas l'habitude d'avoir ça en halal. Donc, ils étaient un peu surpris, tout ça. On a trouvé un fournisseur d'agneaux à l'époque. On lui a demandé de faire l'agneau bio. C'était impossible. Impossible. Il a dit, mais jamais de la vie. Tu me dis ça, mais en fait, tu me fais un canular. On a insisté, donc on a demandé 5-6 fois, je crois. Et il nous a même insulté de tous les noms, parce qu'il en avait marre de nous. Et après, il a dit, bon, écoutez, votre d'agneau bio, je vais vous le faire. Et donc, du coup, il m'a dit, par contre, c'est 5 ou 6 minimum. Je lui ai dit, d'accord, je prends. Et à l'époque, je vendais un agneau par semaine. Allez, 2 maximum. Et bizarrement, il m'a livré ça. Et il y a une explosion en boutique magnifique. C'est que tous les clients étaient friands, on attirait des clients de partout et ils achetaient cet agneau bio de qualité parce que en fait, il y a énormément de consommateurs musulmans qui veulent de la viande de qualité. Et aujourd'hui, on a un petit empire de les jumeaux qui proposent uniquement de la qualité. Mais c'est vraiment, ça a été long. On a quand même quelques éléments qui font qu'on avance sur notre truc. Ouais, il y a un marché de gens qui veulent acheter halal, mais qui veulent pas que ça se voit trop. Qu'on ait une espèce d'éthique qu'on voit pas trop, et comme ça nous permettra de gagner de l'argent. Regarde les jumeaux, ils vendent de la viande à 350 €. Ils marchent et comme il a dit, il a fondé un empire. Nous, on va faire un deuxième empire qui s'appellera l'empire du cash halal. Ouais, avant de gagner des millions, il va falloir qu'on sache comment on fait certifier une viande cash halal. Oui, allô? Monsieur Acco? Oui. Oui, bonjour, c'est Thomas Penzel. On a décidé de créer un label de viande qui réunisse à la fois les contraintes de la viande cachère et celles de la viande halal. Le nom, c'est Cash Halal. Attendez, dites un peu K-A-S. H-A-L-A-L. Est-ce qu'on a besoin d'avoir le soutien, l'absolution d'autorités religieuses juives ou musulmanes? Nous, d'un point de vue de l'INPI, on ne relèvera absolument pas ce point de savoir s'il y a une autorisation qui doit être délivrée par les autorités religieuses. Déposer la marque en précisant bien en classe 29 que c'est pour des produits cachers et halal. Et après, peut-être essayer de voir pour mettre en place des contrats de licence qui vous permettront de concéder la marque à d'autres personnes. Si la marque Cash Halal, elle devient vraiment très, très intéressante, que les bouchers, par exemple, ont vraiment envie de pouvoir utiliser cette marque, vous pouvez leur mettre à disposition, mais demander en échange, par exemple, un pourcentage sur le chiffre d'affaires. C'est comme une location de marque, en fait. La marque halal, elle arrive avec le marketing. On va avoir
une multiplication du nombre de boucheries, ça je l'explique assez bien dans ma thèse justement, avec bien sûr un marché de la certification qui prend son envol. À quel moment ça apparaît, quoi, cette chose de... En fait, il y a un abattage rituel qui n'est pas vraiment déterminé par le religieux, mais qui est instauré de manière industrielle. Alors il apparaît dans la loi, je crois en 1993, quand le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Intérieur décident de donner à la mosquée de Paris le monopole de l'agrément pour faire abattre dans les abattoirs, selon le rituel halal. L'année d'après, on va le donner à 3 mosquées, c'est toujours le cas aujourd'hui, la mosquée de Paris, la mosquée d'Évry, la mosquée de Lyon. Ça va entraîner une espèce de compétition entre agences de certification, l'idée étant de dire, oui, eux, ils sont pas aussi halal que nous, les gens qui étaient plus stricts disaient, regardez, c'est pas sérieux, etc., c'est du faux halal, etc. Donc c'est les années du faux halal. Oui, mais le vrai, c'était quoi? Venez par là. Il va venir, il arrive. Ah, tout à l'heure. Merci. Mosquée d'Évry, avec Khalil Meroun, recteur de la mosquée. Écoutez, je suis le fondateur de la mosquée. Je ne suis pas imam, je suis le recteur de la mosquée. Nous, on certifie le halal. Nous avons des contrôleurs. Nous avons 6 contrôleurs qui vont sur place. On fait des audits. Un logo de la mosquée. Et nous sommes les seuls qui mettons le numéro de téléphone de la mosquée où le consommateur peut nous contacter pour s'assurer est-ce que c'est halal ou pas halal. Vous, quand vous certifiez, ça veut dire que... Qu'est-ce que vous faites concrètement quand vous certifiez une viande halal? Il y a une convention qui est signée qui engage l'entreprise de respecter la traçabilité. Et nous avons un contrôleur qui est agréé par la mosquée d'Évry pour sur place au moment de l'égorgement. Un jour, et j'ai ma fille qui m'appelle, qui me dit « On est en train de célébrer l'anniversaire de mon fils. Et on est à Quick. » Et puis ma fille m'a dit « Tu sais, la viande est halal. » Et je suis allé et j'ai trouvé une affiche. Il n'y a pas de traçabilité. Je vous avais dit qu'à la mosquée de vie, on facilite les choses. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de sérieux. J'ai proposé que Quick embauche un musulman de mon choix, dans chaque Quick, et qui serait nos yeux et nos oreilles. Et à ce moment-là, on pourrait ne rien demander à Quick. Nous avons aussi une convention qui est morale entre nous et les entreprises que nous certifions. Ce ne sont pas nos clients, ce sont nos partenaires. Si vous respectez ce partenariat, vous irez loin. Si vous trichez, vous êtes les premiers perdants. Eh bien, il a refusé. Il a été voir une autre mosquée, je ne dirai pas qui c'est. En bilan, en fait, qu'est-ce qu'on doit faire? Sur notre cahier des charges, qu'est-ce qu'on doit avoir? On doit saigner la bête, on ne doit pas consommer de sang. Non, il ne faut pas mettre le nerf sciatique. Ah oui, et puis il y a quoi d'autre? On va pas aller voir ni les mosquées, ni les rabbins pour certifier notre viande. Et on ne va pas aller nous-mêmes vérifier dans les abattoirs que tout se passe bien. Non, ça, moi, j'irai pas en tous les cas, hein, ça c'est sûr. Oui, donc il faut qu'on trouve une entreprise de certification qui va le faire pour nous. Et puis ils auront un petit tampon avec écrit cache halal dessus. Ils le mettront sur la viande et ça sera bon à la consommation. Certifié, je ne trouve pas. C'était 786. Monsieur Gafouri? Oui, ça y est, on est enfin arrivé. Je suis désolé. Voilà, on est en bas. On est à votre porte. Bonjour monsieur, Média Oudig. D'accord. Excusez-nous un peu. Non, il n'y a pas de souci. Désolé, Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. On certifie, on l'a appelé CertiTrace. CertiTrace, ça veut dire quoi? Certifier et tracer en temps réel. C'est le premier système dans le monde qui marie la science avec l'éthique. À la base, je suis ingénieur agronome. J'ai été envoyé par l'Irak l'année 1979. Moi, je suis venu ici, un accord protocole entre l'Irak et la France, parce que les pays du Golfe, ils demandent des produits halal de la France. Nous, on a été envoyés pour voir, vérifier est-ce qu'on applique la jurisprudence islamique ou non. L'année 1979, il n'y a pas de halal.
À ce moment-là, il n'y a rien. Nous, si on venait et puis qu'on disait qu'on aimerait bien faire une norme qui concerne l'abattage pour les musulmans et les juifs, est-ce que vous accepteriez de la certifier? Oui, ça c'est possible. Tout ça, on a des solutions, clés en main. On trouve un rabbin et on trouve un musulman qui vont sacrifier en même temps l'animal. Nous sommes frères de l'humanité. Même si c'est athée, même si c'est pas croyant en Dieu, bon, il est notre frère, il est où le problème? Comment on a construit cette norme industrielle, puisqu'évidemment, les conditions industrielles n'étaient pas réunies à l'époque du prophète. Donc on est dans les origines du marché de la certification mondiale, et c'est l'Iran, en 1979, qui a interdit en fait toutes les importations de viande des pays occidentaux. C'était l'époque où l'ayatollah Khomeini veut montrer que l'État islamique d'Iran existe et et que maintenant il faudra compter avec sa spécificité. Bon, très vite, il s'aperçoit que c'est un peu le bazar et qu'il n'y a plus assez de viande, etc. Donc il dit, il faudra que les viandes soient certifiées par nos certificateurs. Et c'est ça, en fait, qui va être la première formalisation de l'abattage rituel industriel au sens du XXe siècle, de la fin du XXe siècle. C'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux, considérer, enlever toutes les étiquettes et essayer de comprendre pourquoi quelqu'un ne veut pas manger d'une nourriture quelconque. Se poser la question, voilà. Ils ne se sentent pas en sécurité symbolique si vous voulez. Ils sentent qu'il y a comme une sorte de processus de dilution dans la société. Une peur de l'assimilation qui serait assimilation négative. C'est ça la plus grande crainte. Là, on est passé encore à un autre stade. Et ce stade-là, en fait, il correspond à l'extension du domaine du halal, où on sort de la boucherie. On va avoir de l'eau halal, ça c'est une invention des Malaisiens, des services halal, donc les hôtels halal, les plages halal, le marché halal, ce qui n'existait pas dans les pays musulmans, puisque tout était halal. C'est la rencontre entre un néolibéralisme et un néo-fondamentalisme. Nous, on peut faire l'extension du domaine du cash halal. Je suis sûr que ça marcherait, Thomas. On fait des centres de vacances cash halal. On fait ça dans un endroit où c'est la nature, t'as des massages, tu manges une viande rendue végétale, que des choses comme ça qui sont bonnes pour ton corps et ta spiritualité. Tu sais ce qui est terrible, c'est que je l'ai vu cet endroit. J'y suis allé. En Israël. Ouais. T'es tout le temps stressé. Tu sors de Jérusalem, qui est la ville hyper tendax. Et il y a un endroit où tu vas, c'est à la gare routière. Tu passes une bonne barrière de vigile. Et là-dedans, d'un seul coup, il y a une petite musique et tout le monde est heureux, détendu. Et c'est un centre commercial. Je te crois. Et ouais. Et franchement, si on peut gagner de l'argent et puis que les gens vivent en paix, moi je suis moins contre le centre commercial. Allô, oui. Oui, bonjour, monsieur Géloul. Oui. Oui, bonjour, c'est Thomas Penzel. Vous m'avez appelé à propos du... Ah, Thomas, bonjour, vous allez bien? Ça va bien, je vous remercie. Ouais. Mais en fait, Cochelal, c'est déjà une marque déposée? Ah non, pas du tout. Ah si, c'est la mienne, je peux vous le dire. Ah bon? Je peux vous le dire, ma marque, elle est déposée dans le monde entier. Et en fait, on fait un chiffre d'affaires d'1,7 milliard aujourd'hui. Je dois dire, c'est bien ce que vous faites, hein. Je suis très content. Hein. Si c'est un concurrent, pourquoi pas, hein. Enfin, oui. Vous avez un peu de retard, quoi. Moi, je suis entre Paris, Abu Dhabi, Tel Aviv, voilà, quoi. Je suis un peu partout, moi. Et là, on est en train d'attaquer maintenant l'Europe et on a monté un bureau à Miami pour pouvoir démarrer les États-Unis également. C'est un monde très, très compliqué. Et très honnêtement, moi, je vous décourage pas, mais la viande, c'est extrêmement compliqué. Parce que tout ce que vous avez fait, vous m'en auriez parlé si on s'était connus avant. Je vous aurais expliqué ça en 10 minutes au lieu de vous amuser à faire le tour des popotes où je sais très bien ce qui se passe à l'intérieur. Sans compter les magouilles internes, parce qu'il y a quand même beaucoup de magouilles. D'accord, moi, j'en fais pas, mais il y a beaucoup de magouilles. Que les musulmans ont plus confiance au kosher qu'au halal, en réalité. Parce que finalement, pour vous, la seule façon d'être vraiment halal, c'est d'être kasher. Ah, avec 100%. Et même eux le reconnaissent en réalité. Ma marque à moi, elle s'appelle Cochelal. Strictement kosher, strictement halal. Mmh. J'avoue que cash halal n'a pas été déposé. D'accord. Donc les gens, contre, en fait... on les trouve en France, des produits étiquetés non, Cochelal? Non, pas encore, mais ça va arriver. Alors ça, c'est incroyable. On peut se rencontrer si vous voulez, mais vous allez être étonnés. Allô Thomas? Salut Mehdi. C'est incroyable cette histoire. T'as écouté? Enfin, ouais. Tu vois, tout ça, ça vient du truc qu'on a publié sur Facebook. Ça m'a fait marrer. Le mec, c'est un entrepreneur. Moi, je suis pas un entrepreneur. Moi, les 1,7 milliard, ça m'a pas fait rire. Alors là, je me suis dit, vraiment, on est trop des crevards, quoi. À ce moment-là, il faudrait qu'on trouve une sorte de pendant musulman à ce gars-là. Pourquoi? Parce que lui, il est juif, il n'est pas juif. Mais il est tout ce qu'il y a de plus juif.
Il est 100% je crois juif. pas. Il a fait un super logo Ouais. qui mélange l'étoile de David et le croissant islamique. En fait, c'est bien, il va valider qu'on est malin, mais qu'on est un peu con, parce que Oui, là, on est un peu fait con. des documentaires plutôt Ouais. que de faire des normes. Bonjour Mehdi Aoudig. Salut Mehdi. On est venu un petit peu en mode détente. Est-ce que le chien il va pouvoir monter à la salle de réunion, c'est ça? Je pense. Et lui, les frites. Les frites sur lesquelles on va certifier qu'effectivement, il n'y a pas de problématique alimentaire liée aux deux communautés. C'est bien. Je suis pour la paix. Moi. Comment? Je suis pour la paix. Nous aussi, ça tombe bien. Ouais, je sais, On va pouvoir discuter. J'ai compris. Joseph Meloul, je suis le fondateur d'une société qui s'appelle Koshlal. En fait, comment on a voulu faire ça? J'habitais en Israël, j'avais un ami à moi qui travaillait avec moi, qui était musulman, dont les parents, effectivement, avaient un abattoir en Ukraine, au départ. Ses parents, malheureusement, sont partis, et donc on est partis ensemble là-bas. On est arrivé là-bas, on pensait trouver un truc du Moyen-Âge, et finalement, on s'est retrouvé avec un truc splendide, complètement financé par l'Europe, magnifique, etc., etc. Et donc, en rigolant, en se levant le matin comme ça, je dis, écoute, on va monter un truc, je sais pas, moi, je peux pas manger ta viande, donc je vais faire du kasher. Lui pouvait manger la mienne. Donc, je lui ai dit, toi, t'es musulman, moi, je suis juif. Ce qui est kasher est halal, ce qui est halal n'est pas kasher. Donc, on va abattre en kasher, mais on va vendre en halal. Comme ça, instinctivement, c'est venu Koshlal. Et on a trouvé l'idée géniale. Lui, il a trouvé l'idée géniale, moi, j'ai trouvé l'idée géniale. Et donc, ça a été une superbe histoire. Donc si votre commerce n'est pas en Europe, il est où? Principalement en Asie aujourd'hui. Donc, Indonésie. Pourtant, on ne peut pas dire que ce soit un pays qui soit particulièrement favorable aux juifs. 260 millions de musulmans. En Asie du Sud-Est, pareil. Et là, on commence maintenant à développer les Émirats Arabes Unis, Bahreïn. J'ai envie aussi de le faire en France. Mais comment vous avez fait alors? Parce qu'évidemment, nous, ça nous intéresse énormément, cette idée d'alliance. Mehdi, il faut comprendre qu'à la base, en fait, on n'est pas cousins, on est demi-frères. Moi, ça me donne l'impression que finalement, le commerce, ça peut être un endroit de la paix aussi. Mais c'est que ça. Le commerce, c'est que ça. Dans tous les pays où vous avez fait du commerce, les gens se sont rencontrés depuis la nuit des temps, que ce soit par des caravanes ou que ce soit par autre chose, ils faisaient du commerce. Sachant qu'encore une fois, dans Koshlal, vous avez 0,5% de juifs qui mangent au Koshlal en réalité. On n'est pas rentré directement dans le business, par exemple, du halal, parce qu'en réalité, le halal, pendant des années et des années, ça a toujours été plus ou moins de la viande bas de gamme. Or, nous, on faisait du luxe, donc on n'est pas rentré en front contre eux. Ça change un petit peu maintenant, c'est vrai. Ils veulent pas manger les 5 poulets pour 20 €. Ils veulent de la viande de qualité, ils veulent être respectés lorsqu'ils vont chez leur boucher, ils veulent être respectés pour le produit qu'ils achètent, ils veulent être respectés pour ce qu'ils sont eux-mêmes. Alors, si vous deviez nous donner des conseils, si demain on voulait vraiment faire un peu comme vous ici en France, ce serait quoi vos conseils? Je veux pas être méchant, vous n'avez pas des têtes d'industriels et de commerçants. Hein. Peut-être qu'il faut être un peu plus agressif que ça. Hein. Venez avec moi et peut-être que vous allez monter un truc un jour. Moi, je veux bien faire un stage avec toi. Viens. Rejoignez-moi. Avec grand plaisir, vous allez adorer. C'est vrai? Vous allez adorer. On va venir vous voir en Israël. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. pas nous payer le voyage. Ouais, mais on va. On vous enverra 2 billets, ça va. Ça va, on vous enverra 2 billets. C'est pas un problème. On va vous faire un café. C'est pas exagéré. Bon, avant d'aller en Israël, il faudrait au moins qu'on dépose la marque Koshlal. J'ai regardé sur internet, ça coûte 190 €. Ça ferait 95 chacun. Non, mais moi j'ai pas de fric. Je veux pas investir 95 € dans Koshlal. Hein. Et tu crois que tu vas... Non, moi je veux pas investir un seul centime dans ce truc. Tu vois, ça nous a déjà coûté pas mal de temps. On laisse tomber. On va voir si on. Ah mais si je le fais tout seul. Non, mais attends, tu vas pas le faire tout seul quand même. Eh c'est quand même une idée qu'on a eu à deux, quoi. Tu veux pas le faire et tu veux pas que je le fasse tout seul. Ah non, mais tu vas pas le faire tout seul. Et tu vas pas me voler l'idée quand même. Tu veux pas mettre 95 €. Non, mais attends. Ouais, d'un autre côté, si l'idée est bonne, on trouvera des gens pour mettre de l'argent dedans. Ah, mais tu vas aller chercher d'autres gens maintenant. Il faut bien un investissement. Oui, mais j'ai pas d'argent là. Enfin, franchement. Non, mais pas désolé, toi, j'ai bien compris ça. De toi, il n'y a rien à attendre. Tu vas pas le faire avec quelqu'un d'autre parce que. On va le faire avec quelqu'un d'autre. Enfin, quand même, au départ, t'as quand même dit, je vais le faire tout seul, quoi. Tu vois, on n'a pas gagné beaucoup d'argent. Et toi, tu veux encore que je paye? Ouais, demain, il y a un mec qui dépose la marque Koshlal, on est baisé. Moi, je suis adepte de la conception selon laquelle la différence entre religion et société est une différence de mots. Le religieux, on peut dire, c'est ce sur quoi on ne cède pas. Que cette religion soit formulée dans des dogmes explicites ou pas, toute société secrète sa propre religion.
je pense